Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas et bonjour à tous. Effectivement, une nouvelle vidéo sur la découverte du FinOps. On en a fait quand même presque une petite dizaine sur ce sujet-là. Et maintenant, on va parler terminologie côté finance parce que les trois premières lettres de FinOps, Fin, c'est pour la partie FinOps. Donc évidemment, quand on fait du FinOps et qu'on se met en place, toute une démarche, FinOps, pour effectivement, s'informer, chercher les axes d'optimisation, puis opérer, qui sont les 3 phases, du cycle de vie du FinOps, qu'on a déjà couvert, dans d'autres vidéos. On va être amené à parler dans une terminologie FinOps, c'est-à-dire s'assurer que chaque personne qui vient travailler dans cette démarche FinOps utilise le même vocabulaire parce que FinOps veut dire des personnes différentes. N'est-ce pas Stan? Exactement, donc ce lexique commun qu'il doit y avoir, cette terminologie, elle est importante à définir pour qu'effectivement tout le monde parle de la même chose, hein. En mélangeant des gens de différents bords, ils ont peut-être chacun leur vocabulaire et en général, la source de tout conflit, en général, c'est une mauvaise communication basée des fois par une mauvaise compréhension et donc un mauvais vocabulaire. La FinOps Foundation fournit un très, très bon lexique qui est très, très long, qu'on vous a ramené, sous la forme, d'une mind map, mais c'est important de connaître cette terminologie et quand on met en place une culture FinOps dans l'organisation, il faut du coup se créer ce lexique parce qu'effectivement, un comptable, ou une personne des services achats qui va venir intégrer l'équipe centrale FinOps, eh bien, elle est comptable, hein, ou elle est, service achat, elle a son propre vocabulaire, ses propres acronymes et qu'on va pas forcément comprendre ce que c'est, qu'une subscription Azure, un S3 bucket et cetera. Donc il faut à un moment mettre un petit peu, à plat ce petit lexique. Donc là, on est, les moins à l'aise parce qu'on est effectivement, nous, plus du côté technique avec Franck, mais on va parler effectivement, de la terminologie côté des affaires, hein, du business et puis la terminologie, côté finance, comptabilité. Alors on commence par la partie, les affaires, Franck? Alors les affaires, c'est à la limite, ce qui est, le plus simple, ou en tout cas, ce sur quoi je me sens le plus à l'aise, parce que, c'est plus de l'organisationnel et du reporting. Donc effectivement, bon, on va passer, le terme FinOps qui fait partie, de la définition. Je pense qu'on Ouais, en a suffisamment parlé, ouais. mais il y a quand même quelques termes qui sont plus orientés, sur la partie cloud. Mais quand on parle de COI, donc Center of Excellence, et donc avec, une partie Cloud Center of Excellence, CCOE, voilà, il faut qu'on puisse se dire qu'on va s'organiser sur un centre d'excellence dédié aux technologies cloud, et cetera. Quand on parle de, CSP, Cloud Service Provider, eh bien, c'est qui nous fournit, quelle est la structure qui nous fournit, accès à des services cloud? Alors on a l'habitude de parler d'hyperscaler dans notre cas puisqu'on travaille chez Microsoft, on parle de Azure, mais il n'y a pas que Azure, comme, cloud service provider, enfin comme cloud, au sein de Microsoft. Mais on peut très bien imaginer d'autres, cloud service providers, des hyperscalers, hein. On parle de Amazon, on parle de Google, mais il y en a d'autres, sur la partie, Mmh. cloud service provider qui peuvent être soit revendeurs, de solutions, d'hyperscalers, soit eux-mêmes, créateurs et ils ont, leur propre, cloud service à revendre. Voilà, CSP. Exactement et le CSP Et souvent on revend en marque enfin pas entre guillemets en marque blanche, mais peut être revendeur, des fois même en marque blanche d'un autre fournisseur. Ça peut arriver. oui, ça serait c'est assez étonnant en fait, d'ailleurs de voir, des sociétés qui vendent du cloud alors qu'en fait, quand on creuse derrière, on s'aperçoit qu'ils fait, ils sont revendeurs de services cloud qui sont mis à disposition par des hyperscalers. C'est toute la force, du modèle.
Exactement. Et dernier élément sur la partie terminologie du monde des affaires, et donc du business, c'est ce qu'on appelle OKR, hein, donc les objectifs et les key results. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif et quelles sont les clés de mesure, les KPI. Utiliser les mêmes KPI, hein, quelles que soient les équipes, pour qu'on puisse mesurer avec les mêmes unités. Les KPI, Key Performance Indicator, indicateur de Oui, performance. KPI et indicateur de performance. Et donc, Red Card, donc vraiment d'avoir une carte de notation par équipe, etc. Donc voilà, c'est ça. Partager ses objectifs, hein, c'est très très important puisque de toute façon, on l'a vu dans une autre vidéo où on parlait des différents types d'acteurs principaux qui travaillent sur la partie FinOps. Chacun a ses objectifs, il faut pouvoir s'aligner sur ces objectifs et être conscient que chacun en a. Alors là, L'autre sujet qui est plus délicat, parce que délicat pour nous, délicat pour nous, oui, peut-être pas pour tout le monde. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont CFO ou DAF ou qui travaillent dans les services DAF, etc., et qui sont prêts à contribuer, un peu plus bas dans cette vidéo, vous avez une section commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à nous reprendre sur le sujet, parce que moi, je n'ai pas fait d'études de comptable, hein, je n'ai pas fait d'études de finance, j'ai déjà pas fait d'études d'informatique, alors on est un peu loin. Mais voilà, les termes qu'on va retrouver, Stanislas, en général, voilà. Alors, l'amortissement, il y a des termes qu'on doit connaître parce qu'en fait, même si on est entre guillemets technique, quand on va parler de FinOps, il y aura forcément un moment le mot amortissement qui va arriver dans la discussion. Donc, oui. Même pour les gens techniques, il faut le minimum de détails, hein. Donc, l'amortissement, alors si on le ramène dans le monde du cloud, généralement, il va être associé souvent à tout ce qu'on appelle les réservations ou les commitments. Donc, en gros, c'est on s'engage sur une certaine durée, on achète à un prix réduit et en faisant un paiement en upfront. Alors, paiement en upfront, c'est-à-dire on paye à l'avance. Et bien du coup, si on a payé avant, et bien chaque mois, on va réamortir ce paiement au fur et à mesure. Ce terme amortissement, il est important parce que dans le choix d'une stratégie autour d'achat, de réservation, l'amortissement, c'est aussi le moment où en fait on a basculé sur on gagne de l'argent versus on paye plus. Voilà, il y a ce point de pivot dans le choix des stratégies de réservation. L'amortissement est un point à avoir en tête. Effectivement. Donc là, c'est bien entendu du coup un prorata, plus on avance, plus on amortit dans le temps, bien entendu. D'accord. La balance sheet, en français, la balance comptable, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Oui, effectivement, c'est un balance, donc il y a 2 colonnes. Habituellement, il y a 2 colonnes. Je crois que j'ai eu des cours de compta. Je crois que j'ai eu cours de compta là-dedans. Mais effectivement, c'est dans la balance où on va faire passer notamment ce qui a été déjà amorti et ce qui ne l'est pas encore, hein, pour faire simple. Et plein d'autres choses. Voilà. mais effectivement, c'est typiquement si vous achetez des RI, Reserve Instance, donc réservation d'instance dans du cloud, sur une certaine durée, tous les ans, effectivement, vous allez déplacer une partie de votre investissement d'une colonne vers une autre. Voilà, pour faire simple. Il faut vraiment qu'on trouve des comptables. Le CAPEX, le CAPEX, on est plus à l'aise sur la partie CAPEX, voire OPEX, où effectivement, le CAPEX, on achète de la capacité, donc on fait un achat en une fois, et donc ça se traduit à travers le temps, la façon dont on va amortir le CAPEX. Donc vraiment se dire, ok, je l'ai acheté, il est à moi, je l'achète en une fois, même si je peux étaler mon paiement, etc. Mais voilà, la notion de CAPEX est intéressant à avoir en tête. Elle est liée à la notion de CAPEX. Je crois qu'on a fait une vidéo sur ces paradigmes CAPEX, OPEX dans une vidéo il y a un petit bout de temps sur justement l'introduction sur la partie gestion des coûts, optimisation des coûts. On avait fait tout un laïus sur la partie OPEX, CAPEX. Je vous renvoie à cette vidéo directement. Ouais, donc effectivement, si on achète un data center et qu'on l'utilise sur 30 ans, c'est un investissement. Voilà. On l'a acheté, on l'a payé, puis après, entre guillemets, on l'amortit, hein. Donc c'est vraiment le CAPEX s'oppose à l'OPEX, qui est un coût d'opération, donc un coût d'usage, on va dire, mais il n'y a pas de notion d'appartenance vraiment de
de la chose. Il n'y a pas de notion d'amortissement, hein, on le paye pour l'utiliser. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec le monde réel, parce on est en train de passer dans un monde en tant que consommateur, où on passe du CAPEX à l'OPEX, hein. Nos parents achetaient leur voiture. Maintenant, on a plutôt tendance à prendre des leasings. Le leasing est un peu un coût d'opération. Finalement, on va payer tous les mois quelque chose. Ça ne nous appartient pas forcément. Enfin, le véhicule ne nous appartient pas. De la même façon, acheter des disques ou des vinyles versus consommer de la musique en ligne où on paye au mois un coût d'usage, c'est un CAPEX, OPEX. Voilà. La capitalisation, bon, ça c'est. Moins évident à maîtriser la notion de capitalisation, c'est finalement le fait de pouvoir considérer qu'un asset est rentré comme un point dans le capital de la société, mais que cet asset va se déprécier dans le temps, ou amorti d'ailleurs. Ouais. Bah, typiquement, on achète du matériel informatique. Le matériel informatique, effectivement, il a une valeur, mais dans le temps, on sait qu'il va plutôt avoir tendance, effectivement, à baisser jusqu'à être amorti, voire être déprécié après sortie du capital. Voilà. L'allocation des coûts, ça on en a parlé très récemment, effectivement, c'est être capable d'identifier et de distribuer, en gros, les éléments de la facture qui sont utilisés par un client, tout simplement. Voilà, il y a rien d'extraordinaire là-dessus. La dépréciation, tiens, j'aurais dû la mettre d'ailleurs après la capitalisation, c'est la perte de valeur. C'est la perte de valeur d'un élément qu'on a acheté, puisque on va prendre par exemple, j'achète une voiture. Si vous achetez une voiture assez lambda, on va dire, il est assez rare que votre voiture, à court terme, sa valeur augmente. Ouais. Il a plutôt tendance à se déprécier à travers le temps. Et si vous attendez une période assez longue pour une voiture, on va dire 50 ans, à partir de là, elle va commencer à reprendre de la valeur liée à sa rareté. Mais cette fois-ci, on est sur de la capitalisation à long terme et on n'est pas sur de la dépréciation. Mais à court terme, c'est de la dépréciation. J'allais faire une blague sur le fait qu'en informatique, c'était rare que ça reprenne de la valeur, mais c'est faux en fait, parce que des vieux ordinateurs du monde de l'ordinateur personnel, par exemple, ont coûté cher au début. Ensuite, on n'avait plus aucune valeur parce que la technologie a évolué très vite. Et maintenant, on reprenne de la valeur parce que des gens se remettent à les collectionner et à aimer ce format-là. On a vu ça avec les vinyles également. Les vinyles avaient de la valeur. Après, ça a baissé parce que plus personne ne voulait des vinyles. Et puis là encore, la rareté ou la volonté de changer a fait que ça revient à la mode. Donc, bon, quand même pour l'informatique, si vous gardez vos serveurs, c'est pas sûr que les gens veuillent les Non. collectionner, Non, les je suis pas collectionner sûr dans qu'on veuille 50 ans. vraiment les collectionner. La dépréciation, c'est vraiment le fait que Ouais, c'est très. l'objet perd de la valeur dans le Voilà. temps. Alors, EBITDA, c'est pas facile à dire, hein. Alors, EBITDA, c'est vraiment le terme typique du monde du comptable et financier, hein. D'abord, c'est un acronyme, Ouais. c'est important à savoir, hein. Donc, c'est le gain avant tout ce dont on vient de discuter. Globalement, c'est avant les intérêts, c'est-à-dire, OK, on a des intérêts à payer sur des emprunts. Il y a des taxes à payer, hein, chaque société est soumise à taxes. Il y a des dépréciations, donc vous avez un actif. Cet actif, à travers les années, se déprécie. Donc vous allez rajouter de la dépréciation sur certains actifs, et puis vous allez amortir un certain nombre de coûts. Donc, par exemple, du CAPEX qui peut être amorti, etc., des achats que vous faites, hein. Quand vous achetez du matériel informatique, habituellement, il est amorti sur 2 ans, voire 3 ans, de par sa valeur, etc. Et donc, l'EBITDA est vraiment c'est une feuille de déclaration globale de ce que vous gagnez, mais avant un certain nombre d'éléments. Un coût fixe, ça c'est plutôt simple, hein. C'est quelque chose qui va vous coûter toujours la même chose, quel qu'en soit l'usage, on va dire derrière. Bon, je vais reprendre l'exemple qui est dans la doc, il y en a bien, hein. Voilà, on vous dit, vous avez un data center et il va vous coûter un certain prix, hein, parce que vous avez acheté le bâtiment, et cetera. Après, que dans cette data center, il y ait un serveur web qui en ait 10 000, ça change rien. Le prix du bâtiment, voilà, il a un coût, donc le coût est fixe, il ne dépend pas après de ce qu'on va faire derrière.
Ce qui explique aussi après ce genre de coût, explique aussi que les gens vont vers du cloud public parce qu'ils ont compris que notamment pour des bâtiments par exemple, c'était pas toujours très, très rentable. Le coût variable, lui par contre, il est vraiment associé, il va dépendre entre guillemets, il va dépendre, de quelque chose qui va bouger et donc là ça va bien avec le cloud public, mais effectivement, si on hoste des sites web, et ben, plus on a beaucoup d'ordinateurs, plus on va faire de l'achat, avec des prix réduits, plus on pourra réduire le coût, par website, hein, et que phénomène d'économie d'échelle et le coût sera forcément variable. Et si on a 10 000 clients, bah, ça va coûter plus cher que si on en a 2, parce qu'effectivement, voilà, en termes de matériel informatique. Le fully loaded cost. Eh ben, Alors, le ça c'est fully loaded cost, celui-là, il n'est pas évident. ouais. Sincèrement, on a pas mal discuté sur ce sujet. Mmh. Qu'est-ce qu'on intègre dans le fully loaded cost et qu'est-ce qu'on n'intègre pas? Moi, j'aurais une tendance à dire Joker. Mmh. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut intégrer dans le coût d'une ressource et donc qui est quand vous achetez quelque chose, quels sont les coûts les à côté que vous allez inclure dedans. Voilà. On avait dit qu'on serait moins bon sur cette vidéo. Et là, sincèrement, si vous avez des personnes qui ont l'habitude de gérer sur cette partie-là, voilà, c'est. On vous invite à leur expliquer avec nous. Bon, non, oui. c'est pour montrer en fait que quand vous allez faire du FinOps et que vous allez commencer à discuter avec le DAF, donc là, il y a besoin de comprendre son propre vocabulaire. Ça sert à rien d'arriver et de dire alors EBITDA, on va l'appeler autrement, etc. Quoi. Il faut réutiliser le vocabulaire des autres. Là, on peut se rassurer, c'est que dans l'autre côté, c'est pareil, ils comprennent pas ce qu'on dit. Hein, donc, quand on va parler de vocabulaire cloud, on sera plus à l'aise quand on en parlera dans l'autre vidéo. Alors, je vais avoir la définition. Hein. Le income statement. Ouais, alors on parle plus souvent de PNL. Ouais, PNL. Ouais, donc, PNL, c'est Profit and Loss. Hein. Ouais. Mais effectivement, c'est de se dire dans cette balance de paiement entre la colonne des profits et la colonne des losses, voilà ce qui nous reste finalement. Hein. Donc c'est vraiment le gain financier qui est attendu. Hop là, je suis allé bien vite là. On va mettre ma petite carte. Voilà. Alors, le net present value. Alors ça, c'est important de le connaître pour la certification FinOps, parce qu'ils ont tendance un peu à vouloir poser des questions sur ce que c'est. Donc, je t'encourage quand même à lire la définition. Mais typiquement, effectivement, c'est un calcul de profitabilité long terme. Et ce qui est important, c'est dans la définition, c'est plus cette partie-là, liée en tout cas au moins à l'examen FinOps et au monde qui nous concerne ici, qui est effectivement, c'est la valeur des cash flows, de choses qui ne sont pas en RI upfront. Voilà. Donc en gros, on fait une soustraction entre l'upfront et puis là où on en est, et est-ce qu'on prend de l'upfront ou pas de l'upfront. Donc en gros, c'est un choix, est-ce que je fais de la RESA ou est-ce que j'en fais pas, quoi. Basiquement, c'est à peu près ça. Le net present value va permettre de définir est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire un paiement en upfront et donc de faire une réservation. Et ben du coup, ça nous permet de parler de paiement en upfront. Hein. Paiement en upfront, c'est payer à l'avance en fait. Parce qu'effectivement, souvent, quand on parle de cloud public, on dit bon, on paye à l'usage. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai une facture et puis ça évolue. Et puis, je paye au cours du jour le jour. Mais c'est comme la téléphonie. Hein. Si on s'engage une certaine durée, on a des avantages économiques. Et donc, c'est les mécanismes de réservation et qui sont payés en général en avance. Alors, l'upfront, en fait, peut prendre différentes formes en fait. Soit on est en all upfront, c'est-à-dire qu'on paye tout à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment budgéter quelque chose comme on budgéterait pour acheter par exemple du matériel, d'accord. Ça peut être partiel, où effectivement on paye une partie de la somme et puis après on paye peut-être des mensualités par exemple. Ça peut ressembler un peu à une voiture, hein, quand tu prends un crédit avec une voiture ou tu achètes une maison,
Il y a une partie effectivement qui est en upfront, qui est, tu vas payer une première somme et puis tu as la partie du crédit qui elle est après est payée après, voilà. Et puis après, il y a le pas d'upfront où là on dit: «OK, c'est un engagement, mais en fait on ne te le fait pas payer en avance, on va peut-être te le lisser tous les mois». Voilà, tout simplement. L'unité économique, Franck? Bon, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé plein de fois, hein, la partie unité économique. Hein. Donc c'est voir en fait ce ratio et puis cette façon de communiquer entre tous et de se dire ok, combien ça me coûte pour réaliser telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est une métrique qui est partagée où les gens doivent pouvoir comprendre en fait et ce ratio entre la valeur et le coût et de se dire ok, combien ça pourrait me coûter pour faire tel ou tel service et combien ça va me rapporter aussi. Ouais. Exactement. Donc là, ils ont un exemple avec des gros chiffres. Ils auraient pu faire quelque chose de plus simple. Mais bon, effectivement, si vous dépensez, alors on va enlever des zéros. Hein. Si on dépense 50$ par mois et que ça va héberger 10 pages web, bon voilà, on sait combien coûte une page web. Mais là, du coup, ça donne des indicateurs. Pourquoi ils ont mis autant de chiffres? Je sais pas, parce qu'ils aiment bien avoir ça faisait mieux. Et puis, il nous reste le WAC. Alors, le WAC, moi, je me sens pas à l'aise sur ce terme-là, parce que, d'une part, dans nos discussions aujourd'hui avec les partenaires ou clients, on n'en est pas arrivé à ça. Mais effectivement, moi, je ne l'ai pas eu non plus dans la certification practitioner, alors que plein d'autres éléments du vocabulaire financier sont abordés. La partie WAC, celle-ci... on va laisser les auditeurs lire la définition sur la page web qui est finops.org/ressources/terminologie. Et c'est une belle vidéo, Franck. Je trouve que sur ce coup-là, on a raconté plein de bonnes choses, même si effectivement c'est pas du tout notre métier. Mais c'est bien de se mettre dans cette situation d'inconfort parce que dans une équipe FinOps, quand vous allez la constituer, il y aura toujours tous les gens qui vont arriver dans l'équipe seront en situation d'inconfort par rapport à ceux d'en face. Les financiers versus les techniques. Et donc ça permet un petit peu aussi de définir ensemble justement comment mieux communiquer et de s'expliquer. Ça va créer cet esprit également d'équipe. Et donc ça va permettre également de créer ce vocabulaire commun. Parce qu'on va le voir, ça ce sera la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, effectivement, on va parler du coup de la terminologie qui, elle, du coup, elle sera plutôt technique. Et donc là, on parlera effectivement de la terminologie du cost management cloud, et puis globalement de la terminologie même du cloud public. Là encore, faut s'imaginer un comptable ou un gars de service achat. Pour lui, le cloud, c'est Dropbox ou iCloud sur son téléphone. Et là, pour le coup, il va découvrir aussi des nouveaux termes. Voilà. Et sur cette vidéo-là, on sera plus à l'aise sur les termes, Franck? Oui, surtout quand on est en bas. Voilà. Ah, t'es passé sur le côté. Je suis passé à côté, tu vois, je suis passé à côté. C'est dingue. Et donc, du coup... Mais du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Dans la prochaine vidéo et on clôt effectivement celle-là. Magnifique. À bientôt. À bientôt.